L'Espagne n'est pas seulement un pays, c'est une histoire vivante, un territoire qui a vu des empires s'élever et s'effondrer, des rois se battre pour leur couronne, des conquérants naviguer sur les mers et des villes entières résister à l'adversité. Mais que savons-nous réellement de notre propre histoire? On nous a appris des dates et des noms à l'école, mais on ne nous a pas raconté l'histoire comme il se doit, avec émotion, avec ses rebondissements inattendus, avec ses moments de gloire et de tragédie. L'Espagne était un empire qui dominait le monde, mais qui souffrait également de guerres et de divisions. Elle fut le berceau des rois, des explorateurs et des artistes, mais aussi des dictatures et des conflits. Aujourd'hui, nous sommes une nation moderne et forte, mais nous portons les cicatrices de notre passé sur notre peau. L'histoire de l'Espagne est notre histoire. C'est l'histoire de nos ancêtres, de nos traditions, de qui nous sommes aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui nous enseigne, c'est que nous sommes un peuple qui n'abandonne jamais, qui renaît toujours. Alors rejoignez-nous dans ce voyage, où nous traverserons des siècles d'histoire, de conquêtes, de luttes et de grands moments qui ont marqué le monde. Parce que comprendre notre histoire, c'est comprendre qui nous sommes. Commençons. Si vous êtes passionné par l'histoire de l'Espagne et souhaitez que davantage de personnes découvrent son incroyable héritage, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages dans le temps. De plus, votre soutien est essentiel. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « L'Espagne, une histoire qui n'abandonne jamais ». Avec ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à se plonger dans notre histoire. Maintenant, préparez-vous, car nous allons traverser des siècles de batailles épiques, des rois légendaires et des moments qui ont changé le monde. Commençons. Les premiers habitants, peintures rupestres et villes anciennes. Il y a des milliers et des milliers d'années, bien avant l'existence des royaumes, des châteaux ou des empires, la péninsule ibérique était déjà le foyer des premiers êtres humains. Imaginez un monde complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. De vastes forêts recouvraient le territoire. Des animaux géants comme les mammouths et les rhinocéros laineux erraient librement, et de petits groupes de personnes survivaient grâce à la chasse et à la cueillette. Ces premiers habitants n'avaient ni maison ni ville. Au lieu de cela, ils vivaient dans des grottes et des abris sous roches, cherchant un abri contre le froid et les prédateurs. Mais même si leur vie a été dure, ils ont laissé un héritage impressionnant que nous pouvons admirer encore aujourd'hui, les peintures rupestres d'Altamira. Altamira est une grotte située au nord de l'Espagne, dans la région de Cantabrie. Découvert en 1868, son véritable trésor a été révélé des années plus tard, lorsque les archéologues ont découvert à l'intérieur une série de peintures extraordinaires. Imaginez entrer dans une grotte sombre, éclairée uniquement par des torches, et soudain, sur le plafond et les murs, apparaissent des figures de bisons, de cerfs et de chevaux peintes de couleurs vives, rouges, noires et ocre. Ces images n'étaient pas de simples gribouillages. Les artistes préhistoriques ont utilisé la forme naturelle des roches pour donner du volume aux animaux, obtenant ainsi un effet tridimensionnel qui étonne encore aujourd'hui les experts. Mais pourquoi ont-ils peint ces animaux? Les historiens pensent que ces peintures avaient une signification particulière, peut-être religieuse ou magique. Ils auraient pu faire partie de rituels visant à attirer le gibier ou à demander la protection des esprits de la nature. Ce qui est sûr, c'est que ces premiers habitants de l'Espagne se sont non seulement battus pour survivre, mais qu'ils possédaient également un esprit créatif et une culture qui leur était propre. C'est ainsi qu'en ces temps reculés, l'histoire de l'Espagne a commencé à s'écrire, non pas avec des mots, mais avec des images sur les murs de pierre. Mais ce n'était qu'un début. Très vite, de nouvelles villes arriveront sur la péninsule, apportant avec elles des changements qui transformeront complètement la vie de ses habitants. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des Celtes et des Ibères, les premiers peuples qui ont forgé l'identité de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Espagne. Ne le manquez pas!
L'arrivée des Celtes et des Ibères, les premiers peuples de la péninsule. L'histoire de l'Espagne ne s'est pas écrite du jour au lendemain. Bien avant l'existence des grands royaumes médiévaux, avant même l'arrivée des Romains, la péninsule ibérique abritait déjà des civilisations fascinantes qui ont façonné son identité. Les Ibères et les Celtes furent les premiers à laisser une profonde marque sur cette terre. Et ensemble, ils donnèrent naissance à une culture unique qui influencera l'avenir du pays. Imaginons la péninsule, il y a plus de 3000 ans, vers 2000 avant JC. À cette époque, la terre était divisée en petites tribus, chacune avec ses propres coutumes, croyances et modes de vie. Mais deux grands groupes commencent à se distinguer. Les Ibères, qui vivaient à l'est et au sud, et les Celtes, qui vivaient au nord et à l'ouest. Bien qu'ils présentaient de nombreuses différences, au fil du temps, ces deux peuples ont commencé à se mélanger dans certaines régions, donnant naissance à la culture celtibère, l'une des plus mystérieuses et guerrières de l'histoire. Ancienne de l'Espagne, les Ibères, guerriers, marchands et bâtisseurs. Les Ibères furent les premiers à développer une culture plus avancée sur la péninsule. Ils étaient experts dans le travail des métaux, la fabrication d'armes et la construction de forteresses sur les collines, appelées oppidum, qui servaient à se défendre contre les envahisseurs. Leur ville était de véritables forteresses, avec des murs de pierre. Et à l'intérieur, elles vivaient dans des maisons en pisé et aux toits de chaume. Mais ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi de grands marchands. Leur route d'échange reliait la péninsule avec d'autres peuples méditerranéens comme les Phéniciens et les Grecs. Ils exportaient des minéraux, des textiles et des céramiques en échange de produits de luxe tels que des bijoux et des huiles exotiques. Ils ont même inventé leur propre écriture, un système de symboles que les archéologues tentent encore aujourd'hui de déchiffrer. Cependant, l'une des caractéristiques les plus impressionnantes des Ibères était leur façon de combattre. Ils étaient craints pour leur prouesse à la guerre et leur bravoure au combat. Les cavaliers ibériques étaient célèbres pour leur rapidité et leur habileté à manier l'épée et la lance, et beaucoup étaient embauchés comme mercenaires par les armées les plus puissantes de l'époque. Les Celtes, le libre esprit. Du nord, alors que les Ibères dominaient le sud et l'est, les Celtes arrivaient d'Europe centrale et s'installaient au nord et à l'ouest de la péninsule. Leur culture était complètement différente. Ils ne construisaient pas de grandes villes fortifiées, mais vivaient dans des villages circulaires appelés forts, constitués de petites maisons en pierre aux toits de chaume. Contrairement aux Ibères, les Celtes n'avaient pas de gouvernement centralisé. Au lieu d'un seul roi ou chef, ils vivaient en tribus indépendantes, chacune dirigée par un chef guerrier. Leur société tournait autour de la guerre et de la religion. Ils croyaient aux dieux de la nature, accomplissaient des rituels dans des bosquets sacrés et organisaient des festivals du feu en l'honneur de leur divinité. Mais ce qui se distinguait vraiment chez les Celtes, c'était leur art et leur musique. Ils étaient experts dans le travail de l'or et de l'argent, créant des bijoux avec des spirales et des formes géométriques. Leurs instruments, comme la lyre et la flûte, accompagnaient leurs rituels et festivités. C'était un peuple libre d'esprit, amoureux de la nature et du combat. La naissance des Celtibères, l'union de deux mondes. Au fil du temps, dans certaines régions de la péninsule, Celtes et Ibères ont commencé à se mélanger, donnant naissance à une nouvelle culture, les Celtibères. C'étaient des guerriers féroces et fiers, qui combinaient le meilleur des deux mondes, l'organisation et les compétences commerciales des Ibères avec la bravoure et la liberté des Celtes. Les villes celtibères étaient petites mais fortifiées, et leurs armées étaient légendaires. Ils combattaient avec des épées courtes appelées falcata, et préféraient la guerre au corps à corps. Ils étaient tellement craints que, des siècles plus tard, même les Romains eurent du mal à les conquérir. L'un des épisodes les plus célèbres de la résistance celtibère fut la bataille de Numancie, au cours de laquelle une ville entière préféra la mort plutôt que de se rendre aux Romains. Mais c'est une histoire que nous verrons plus tard.
Pour l'instant, l'important est de comprendre que ces premiers peuples étaient les véritables ancêtres de l'Espagne que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont été les premiers à laisser leur marque dans l'histoire de la péninsule. Et même si de nouvelles civilisations sont arrivées au fil du temps, leur héritage perdure dans de nombreuses traditions, dans la toponymie et dans l'esprit combatif du peuple espagnol. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois sont arrivés dans la péninsule à la recherche de richesses et comment ces contacts avec d'autres civilisations ont commencé à changer le cours de l'histoire espagnole. Ne le manquez pas. 3. Les Phéniciens, Grecs et Carthaginois. Les étrangers arrivent sur la péninsule. L'histoire de l'Espagne ne s'est pas développée de manière isolée. La péninsule ibérique, avec sa situation stratégique entre l'Europe et l'Afrique, a toujours été un point de rencontre entre les civilisations. Et comme un aimant, il a attiré certaines des personnes les plus puissantes du monde antique. Après l'expansion des Ibères et des Celtes, des commerçants et des explorateurs ont commencé à arriver d'outre-mer. Ces étrangers venus de pays lointains ont non seulement apporté des produits exotiques, mais ont également laissé une marque indélébile sur la culture, l'architecture et l'économie de la péninsule. Les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois furent les premiers à s'installer sur ces côtes et leurs contributions seront cruciales pour l'évolution de l'Espagne. Les Phéniciens, maîtres du commerce et fondateurs de villes. Les Phéniciens furent les premiers à arriver. Ce peuple de marins de l'actuel Liban dominait la Méditerranée avec ses navires rapides et son savoir-faire commercial. Pour eux, la péninsule ibérique était une mine de richesses. Métaux précieux, sel et surtout argent, matériaux très convoités dans le monde antique. Vers 1100 avant J.C., les Phéniciens fondèrent Gadir, aujourd'hui Cadix, l'une des plus anciennes villes d'Europe. Imaginons un instant l'arrivée de ces navires en bois, chargés d'amphores d'huile, de parfums et de tissus violets, une teinture si précieuse que seuls les rois pouvaient se l'offrir. Sur la côte, les habitants ont regardé avec étonnement les Phéniciens construire des temples, des entrepôts et des marchés, transformant la péninsule en un centre de commerce international. En plus du commerce, les Phéniciens ont laissé quelque chose d'encore plus important, l'écriture. Ils ont introduit un système d'écriture alphabétique qui a influencé les futures civilisations de la péninsule. Ils ont également apporté des techniques de navigation avancées et l'art de la vigne et de l'olivier, qui deviendront des siècles plus tard des symboles de l'Espagne. Les Grecs, culture, philosophie et nouvelles colonies. Quelques siècles plus tard, vers 600 avant J.C., les Grecs arrivèrent. Contrairement aux Phéniciens, qui considéraient de la péninsule comme un lieu de commerce, les Grecs la considéraient comme une terre idéale pour établir des colonies. Ils fondèrent des villes comme Emporion, actuelle Empurie, en Catalogne, qui devint un point clé d'échanges culturels et commerciaux. Mais les Grecs n'apportèrent pas seulement des marchandises, ils ont aussi apporté des idées. Ils ont introduit la monnaie, encouragé l'utilisation du vin et de l'huile d'olive et partagé leur mythologie et leur art avec la population locale. Les Ibères, fascinés par l'élégance de la culture grecque, commencèrent à imiter ses styles architecturaux et ses formes de gouvernement. Les Grecs promouvaient également l'éducation et la philosophie, même si à cette époque la péninsule était encore dominée par des sociétés guerrières. Cependant, leur présence a laissé une graine qui germera plus tard avec l'arrivée de nouvelles civilisations, les Carthaginois, la guerre et le conflit avec Rome. Mais l'arrivée des Carthaginois marque un tournant dans l'histoire de la péninsule. Carthage, une cité-État d'Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie, était l'une des puissances les plus puissantes de la Méditerranée et considérait la péninsule ibérique comme une source inépuisable de ressources et de soldats. Les Carthaginois, descendants des Phéniciens, étaient non seulement de grands marchands, mais aussi de redoutables guerriers. Vers le IIIe siècle avant J.C., ils établirent une forte présence sur la péninsule, fondant des villes telles que Carthago Nova, aujourd'hui Cartagena, et élargissant leur contrôle sur les villes locales.
Mais leur ambition les a mis en conflit direct avec une autre superpuissance montante, Rome. C'est ici qu'a commencé l'une des guerres les plus légendaires de l'histoire ancienne, les guerres puniques qui opposeraient Carthage et Rome dans une lutte pour la domination de la Méditerranée. L'un des épisodes les plus étonnants de cette guerre fut la campagne d'Hannibal Barca, le général carthaginois qui, dans un acte d'une audace sans précédent, traversa les Alpes avec une armée d'éléphants pour attaquer Rome par le nord. Bien que leur stratégie ait été brillante et ait mis Rome en grave difficulté, les Romains ont finalement réussi à vaincre les Carthaginois et à les expulser de la péninsule. La défaite de Carthage signifiait un changement irréversible. La péninsule ibérique passa aux mains de Rome, et son destin serait lié au plus puissant empire de l'Antiquité, l'héritage des premiers étrangers. Bien que les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois aient disparu au fil du temps, leur héritage perdure en Espagne. Ils nous ont laissé des villes, du commerce, de l'écriture, de l'art, de la monnaie et de nouvelles formes d'organisation. Ils furent les premiers à relier la péninsule au reste du monde, ouvrant la voie à l'arrivée des véritables conquérants, les Romains. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment Rome a complètement transformé la péninsule ibérique, la transformant en Hispanie, l'une de ses provinces les plus importantes. Ne le manquez pas. 4. La domination romaine, l'Hispanie de Rome. Jusqu'à présent, la péninsule ibérique était une mosaïque de peuples et de cultures. Ibères, Celtes, Phéniciens, Grecs et Carthaginois avaient laissé leur empreinte, mais aucun n'était parvenu à unifier le territoire. Tout allait changer avec l'arrivée d'un empire qui allait transformer à jamais l'histoire de l'Espagne. Rome. Après avoir vaincu les Carthaginois lors des guerres puniques, les Romains jetèrent leur dévolu sur la péninsule. Ce qui a commencé comme une occupation militaire est devenu un processus de romanisation qui a duré plus de 6 siècles et a laissé un héritage si profond qu'il est encore présent en Espagne aujourd'hui. La conquête de l'Hispanie, un siècle de guerre. Les Romains arrivèrent sur la péninsule en 218 avant JC, lors de la Seconde Guerre punique. Sa première grande victoire fut la prise de Carthago Nova, aujourd'hui Cartagena, l'une des villes les plus importantes des Carthaginois. À partir de là, ils ont commencé à se développer petit à petit, mais se sont heurtés à une résistance farouche. Les tribus ibériques et celtibères n'étaient pas disposées à abandonner leurs terres sans combattre. Pendant près de 200 ans, Rome a dû faire face à des guerres continues contre les peuples espagnols, qui ont utilisé des tactiques de guérilla pour résister. L'un des épisodes les plus légendaires fut le siège de Numancie, 133 avec JC, au cours duquel les Celtibères, encerclés par les Romains et sans possibilité de s'échapper, préférèrent brûler leur propre ville et mourir plutôt que de se rendre. Cette histoire a été enregistrée dans la mémoire des Espagnols comme symbole de fierté et de résistance. Cependant, la machine militaire romaine était imparable. Au fil du temps, ils soumirent toutes les tribus et vers l'an 19 avant JC, sous l'empereur Auguste, la conquête de l'Hispanie fut achevée. Hispanie, une province clé de l'Empire romain. Une fois la péninsule sous leur contrôle, les Romains la divisèrent en provinces et l'appelèrent Hispanie. Mais la conquête du territoire n'était que la première étape. Le véritable impact de Rome a été son processus de romanisation. Ville romaine, Rome a apporté son modèle d'urbanisation. Des routes, des aqueducs, des forums, des théâtres et des amphithéâtres ont été construits, dont beaucoup sont encore visibles aujourd'hui. Des villes comme Emerita Augusta, aujourd'hui Mérida, Taraco, Tarragone et Cordoba, devinrent des centres urbains prospères. Latin, Rome a imposé sa langue, le latin, qui a évolué au fil du temps pour devenir l'espagnol que nous parlons aujourd'hui. Droit romain, des lois et des règlements ont été introduits qui influenceront la législation espagnole pendant des siècles. L'économie. L'Hispanie est devenue l'une des provinces les plus riches de l'Empire, exportant du blé, de l'huile d'olive, du vin et des métaux précieux. L'armée,
De nombreux hispaniques ont été recrutés dans l'armée romaine, atteignant même des postes de direction. Culture et religion, les dieux romains, l'art, le théâtre et les coutumes romaines ont été introduits. Les empereurs hispaniques et l'essor de l'Hispanie. Le succès de la romanisation fut si grand que l'Hispanie devint non seulement une province importante, mais donna au monde certains des empereurs les plus puissants de Rome. Trajan, 98-117 après JC, il fut le premier empereur d'origine hispanique et conduisit l'Empire romain à son expansion maximale. Hadrien, 117-138 après JC, un autre empereur hispanique, connu pour avoir renforcé les frontières de l'Empire et construit le célèbre mur d'Adrien en Grande-Bretagne. Théodose, N. 379-395 après JC. Né en Hispanie, il fut le dernier empereur à gouverner tout l'Empire romain avant sa division entre l'Est et l'Ouest. Cela montre que l'Hispanie n'était pas simplement une province parmi d'autres, mais qu'elle a joué un rôle clé dans l'histoire de Rome. Le déclin de l'Empire et la fin de l'Hispanie romaine. Rien n'est éternel et au fil du temps, l'Empire romain a commencé à s'affaiblir. Au cours du vieux siècle, Rome devint incapable de défendre toutes ses frontières et l'Hispanie resta vulnérable aux invasions des peuples germaniques. En 409 après JC, des tribus telles que les Vandales, les Suèves et les Alains traversèrent les Pyrénées et commencèrent à piller la péninsule. Les Romains, affaiblis, ne purent les arrêter. En 476 après JC, l'Empire romain d'Occident tomba définitivement et avec lui la domination romaine en Hispanie. Mais même si l'Empire s'est effondré, son héritage en Espagne perdurera pour toujours. La langue, les villes, les lois et même la manière de penser avaient été profondément marquées par 6 siècles de domination romaine. Et voilà qu'un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre, l'arrivée des Wisigoths, un peuple germanique, qui va changer à jamais le destin de la péninsule. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des Wisigoths et de la naissance du premier royaume unifié d'Espagne. Ne le manquez pas. Arrêtez-vous là, un instant avant de poursuivre cette incroyable histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes vraiment passionné par l'histoire de l'Espagne. Mais avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne ? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le dès maintenant et faites partie de cette communauté qui aime découvrir le passé. Et autre chose, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait aussi connaître cette histoire. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver ce contenu et à découvrir notre incroyable patrimoine. Maintenant, oui, nous continuons à voyager dans le temps, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. 5. L'arrivée des Wisigoths, le premier royaume d'Espagne. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après JC, l'Hispanie fut plongée dans le chaos. Sans le pouvoir de Rome de maintenir l'ordre, la péninsule est devenue un territoire disputé par divers peuples germaniques qui pressaient les frontières de l'Empire. Les Suèves, les Vandales et les Alains furent les premiers à s'installer sur la péninsule, mais bientôt apparut un nouveau peuple qui allait changer l'histoire. Les Wisigoths. Les Wisigoths n'étaient pas simplement des envahisseurs barbares incultes. C'était un peuple germanique qui avait déjà eu des contacts avec Rome et qui en fait avait servi d'allié à l'Empire dans plusieurs guerres. Lorsque la puissance romaine s'est effondrée, ils ont vu l'opportunité d'établir leur propre royaume et ont pris le contrôle de l'Hispanie. Ainsi commença un nouveau chapitre de l'histoire de l'Espagne. Le royaume Wisigoth, la conquête de l'Hispanie et la chute des Suèves. Les Wisigoths, dirigés par leur roi Euric, ont commencé leur expansion en Hispanie vers 476 après JC. Au début, ils régnaient depuis Toulouse, aujourd'hui Toulouse, France, car leur territoire englobait une partie de la France et de l'Espagne d'aujourd'hui. Mais au fil du temps, les Francs les expulsèrent du sud de la France et les contraignirent à déplacer leur capitale à Tolède, au cœur de la péninsule. L'une de ces premières grandes campagnes fut la conquête du royaume souabe, fondé dans le nord-ouest de la péninsule, aujourd'hui la Galice et le nord du Portugal.
En 585 après JC, le roi wisigoth Léovigild soumit finalement les Suèves, unifiant presque toute l'Hispanie sous son règne. C'était la première fois depuis la chute de Rome que la péninsule était unifiée sous un gouvernement unique. Le royaume wisigoth, unification et culture. Le royaume wisigoth n'était pas seulement un gouvernement de guerriers, mais il posait également les bases de la future Espagne. Ils mirent en place un système de lois, renforcèrent l'administration du territoire et promouvèrent l'intégration avec la population hispano-romaine. L'un des changements les plus importants fut la conversion au catholicisme. Initialement, les Wisigoths suivaient l'arianisme, une variante du christianisme qui les différenciait de la population hispano-romaine, majoritairement catholique. Cependant, en 589 après JC, le roi Récared Ier renonça à l'arianisme et se convertit au catholicisme, ce qui contribua à unifier le royaume et à renforcer ses relations avec l'Église. Ils ont également établi un code de loi connu sous le nom de Liber Judiciorum, qui fusionnait le droit romain avec les coutumes germaniques. Ce code constituera la base du droit de la péninsule pendant des siècles, roi légendaire et apogée wisigothique. Le royaume wisigoth a atteint sa stabilité maximale sous des dirigeants tels que Léovigild, Recaredo I et Recesvinto. Durant cette période, Tolède devient la grande capitale du royaume, un centre de pouvoir politique et religieux. Les conciles de Tolède étaient des réunions clés, au cours desquelles les rois et les évêques discutaient des lois et des politiques, consolidant ainsi un gouvernement plus structuré. C'est dans ces conciles que furent prises des décisions cruciales, comme l'adoption du catholicisme et la création de lois qui s'appliqueraient à l'ensemble de la population, sans distinction entre wisigoths et hispano-romains. Le déclin du royaume wisigoth. Malgré ses réalisations, le royaume wisigoth avait un gros problème, l'instabilité politique. Il n'existait pas de système clair de succession au trône, ce qui générait des luttes constantes entre les nobles pour le pouvoir. Les rois étaient élus par la noblesse et souvent assassinés par des rivaux ambitieux. Cette instabilité devint évidente lorsque, après la mort du roi Witiza, éclata une guerre civile entre son fils et le noble Rodrigo, ou Roderico. Rodrigo réussit à s'imposer et à devenir roi en 710 après JC, mais son règne fut bref et désastreux. Ce que Rodrigo ne savait pas, c'est qu'un ennemi beaucoup plus puissant était sur le point d'apparaître, les musulmans. Depuis l'Afrique du Nord, les armées islamiques avaient conquis de vastes territoires et avaient déjà jeté leurs dévolus sur la péninsule. En 711 après JC, un commandant berbère nommé Tariq ibn Ziyad traversa le détroit de Gibraltar avec son armée et affronta Rodrigo lors de la bataille de Guadalete. Les Wisigoths, divisés et affaiblis par leurs conflits internes, ne purent résister à l'invasion. Rodrigo fut vaincu et, en quelques années, presque toute l'Hispanie tomba sous la domination musulmane. Fin des Wisigoths et début d'Al-Andalus. Avec la chute de Tolède en 711 après JC, le royaume wisigoth prit fin. Certains nobles chrétiens réussirent à fuir vers le nord de la péninsule, où ils commenceront plus tard la Reconquista. Mais la domination musulmane s'établira en Espagne pendant près de 800 ans. Les Wisigoths ont disparu en tant que royaume, mais leur héritage n'a pas été perdu. L'idée d'une Espagne unifiée sous un roi unique a survécu et sera reprise par les royaumes chrétiens au cours des siècles suivants. De plus, son système juridique et son intégration avec la culture hispano-romaine ont influencé l'Espagne médiévale. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'Espagne. La splendeur d'Al-Andalus, le califat musulman qui allait faire de la péninsule l'une des régions les plus avancées du monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'arrivée des musulmans et la montée d'Al-Andalus, le joyau du monde islamique en Europe. Ne le manquez pas. 6. La conquête musulmane. Al-Andalus est né l'année 711 après JC.
Cela a marqué un tournant dans l'histoire de l'Espagne. La chute du royaume wisigoth a ouvert la porte à un nouveau domaine, une civilisation qui allait changer à jamais la culture, la science et l'architecture de la péninsule, les musulmans. En moins d'une décennie, l'ancienne Hispanie est devenue Al-Andalus, un territoire gouverné par l'islam qui allait devenir l'un des centres les plus avancés du monde médiéval. Mais comment s'est produite cette transformation? Comment un royaume puissant comme les Wisigoths s'est-il effondré si rapidement face à l'avancée musulmane? Pour le comprendre, il faut voyager jusqu'au chaud d'été de l'année 711. La bataille de Guadalete et la conquête rapide. Hauteville, sud de la péninsule, une armée berbère dirigée par Tariq ibn Ziyad traversa le détroit de Gibraltar avec environ 7000 hommes. Ils venaient d'Afrique du Nord, envoyés par le gouverneur musulman d'Ifriqiya, actuelle Tunisie, Moussa ibn Nusayr. Leur mission initiale n'était pas de conquérir la péninsule, mais d'explorer et de mener des raids. Cependant, la situation politique des Wisigoths leur offrait une opportunité unique. Le roi wisigoth Rodrigo était plongé dans une guerre civile. Son arrivée sur le trône n'avait pas été bien acceptée par certains nobles qui, dans un acte de trahison, décidèrent de s'allier avec les envahisseurs musulmans. Lorsque les deux armées se rencontrèrent à la bataille de Guadalete en juillet 711, les Wisigoths furent complètement vaincus. Rodrigo a disparu au combat et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ce qui semblait être un simple raid s'est transformé en une rapide expansion musulmane. Sans une direction forte, pour organiser la résistance, ville après ville tomba aux mains des conquérants. En 712, Moussa ibn Nusayr traversa la péninsule avec plus de troupes et, avec Tariq, prit les villes les plus importantes, dont Tolède, la capitale wisigothe. Al-Andalus, une nouvelle ère pour la péninsule. En moins de 10 ans, la quasi-totalité de la péninsule était sous contrôle musulman. Seul un petit groupe de Wisigoths réussit à résister dans les montagnes du nord, dans la région des Asturies où commencera plus tard la Reconquista. Mais Al-Andalus n'était pas seulement un territoire conquis, mais un monde nouveau, avec une culture, une administration et une religion complètement différentes. Les musulmans ont apporté non seulement l'islam, mais aussi des progrès dans les domaines de l'architecture, de la science, de la littérature et de l'agriculture. Al-Andalus est devenu un émirat dépendant du califat de Damas, ce qui signifiait que le souverain de la péninsule était sous l'autorité du calife Omeyyade à l'est. Cependant, cette situation allait évoluer avec le temps. Les nouveaux dirigeants musulmans fondèrent de splendides villes et promouvèrent une coexistence relativement pacifique avec les chrétiens et les juifs qui pouvaient continuer à pratiquer leur religion en payant une taxe spéciale, la jizya. Cela a permis à Al-Andalus de devenir un centre d'échanges culturels et commerciaux sans précédent en Europe. Cordoue, le joyau de l'Occident. La plus grande splendeur d'Al-Andalus viendra avec l'émirat de Cordoue et plus tard avec le califat de Cordoue, qui fit de la ville la plus avancée d'Europe aux 1e et 10e siècles. Sous le gouvernement d'Abd al-Rahman Ier, prince omeyyade qui échappa au massacre de sa dynastie à Damas, Cordoue devint la capitale d'Al-Andalus et un symbole de la grandeur islamique en Occident. Saviez-vous qu'au Xe siècle, Cordoue comptait plus de 500 000 habitants, des rues éclairées, des bains publics et des bibliothèques contenant des centaines de milliers de livres. Alors que le reste de l'Europe vivait dans les ténèbres du Moyen-Âge, Al-Andalus brillait de savoir et d'art. La mosquée de Cordoue, l'une des merveilles architecturales du monde islamique, a été construite à cette époque et reste, encore aujourd'hui, un témoignage de la grandeur de la civilisation musulmane en Espagne. Les musulmans ont également introduit des avancées scientifiques avec des études en mathématiques, astronomie, médecine et philosophie. De grands penseurs comme Averroès, Ibn Rushd et Maïmonide, juifs nés à Cordoue,
ont contribué à la connaissance universelle. Le déclin d'Al-Andalus et le début de la Reconquête. Malgré sa splendeur, la domination musulmane sur la péninsule n'a pas été éternelle. Au fil du temps, l'unité d'Al-Andalus a commencé à s'effondrer. En 1031, le califat de Cordoue s'effondre, se divisant en petits royaumes appelés taïfas, ce qui affaiblit son pouvoir et permet aux royaumes chrétiens du Nord d'avancer. Les guerres entre musulmans et chrétiens marqueront les siècles suivants. La Reconquista, un processus qui durera près de 800 ans, commençait. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les royaumes chrétiens ont commencé leur lutte pour récupérer la péninsule et comment Al-Andalus a résisté pendant des siècles. Ne le manquez pas. 7. La Reconquista. Chrétiens contre musulmans. La conquête musulmane de la péninsule ibérique en 711 après J.C. Cela avait été rapide et écrasant. En quelques années, presque toute l'Hispanie était sous la domination d'Al-Andalus. Cependant, même s'il semblait que les musulmans étaient là pour rester, une résistance se préparait dans les montagnes du Nord qui allait changer le destin de l'Espagne. Début de la Reconquista, un conflit qui durera près de 800 ans. Ce processus n'était ni une guerre continue, ni une simple bataille entre deux camps. Ce fut une série longue et complexe d'affrontements, d'alliances, de trahisons et d'avancées, au cours de laquelle chrétiens et musulmans ont connu des moments de victoire et de défaite. Mais comment a commencé cette épopée qui s'est terminée par l'unification de l'Espagne? L'origine de la résistance, la bataille de Covadonga, 718 après J.C. L'histoire de la Reconquista commence dans un endroit inattendu, les montagnes des Asturies. Après la chute du royaume wisigoth, certains nobles chrétiens réussirent à s'enfuir vers le nord et au fil du temps formèrent une petite poche de résistance. L'un d'eux était Pelayo, un dirigeant asturien qui refusait d'accepter la domination musulmane. Selon la tradition, en 718 après J.C., les musulmans envoyèrent une armée pour réprimer cette résistance, mais furent vaincus lors de la légendaire bataille de Covadonga. Bien qu'il s'agisse d'un affrontement mineur sur le plan militaire, Covadonga a une signification symbolique gigantesque. Pour la première fois, les chrétiens battent les musulmans dans la péninsule. Pelayo devint le premier roi des Asturies, le premier royaume chrétien de la Reconquista. L'avancée chrétienne, de nouveaux royaumes sont nés. Tout au long des 9e et 10e siècles, les chrétiens étendirent peu à peu leur territoire. Les Tétisadituisi, Asturies se développèrent et devinrent le royaume de Léon, tandis qu'à l'est d'autres royaumes comme la Navarre et l'Aragon naissaient. Sur le plateau central, les comtes de Castille, initialement vassaux du royaume de Léon, commencent à prendre le pouvoir et fondent finalement le royaume de Castille qui deviendra le principal moteur de la Reconquista. Mais le combat n'a pas été facile. Al-Andalus est resté une puissance militaire et culturelle, surtout à l'époque du califat de Cordoue, 929-1031 après J.C., lorsque les musulmans ont réussi à arrêter l'avancée chrétienne. Cependant, avec la chute du califat en 1031, Al-Andalus se fragmenta en petits royaumes appelés taïfas, affaiblissant son unité et donnant aux chrétiens une occasion en or de progresser. Les grandes batailles et les héros de la Reconquista. À mesure que les chrétiens avançaient vers le sud, la Reconquista devint un conflit d'une ampleur épique, rempli de personnages légendaires et de batailles mémorables. L'un des héros les plus célèbres était Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid Campeador. Bien qu'il ait d'abord servi les musulmans comme mercenaire, il est ensuite devenu un symbole de la lutte chrétienne et a réussi à conquérir Valence en 1094. Son histoire a été immortalisée dans le Cantar de Mio Cid, l'une des premières œuvres littéraires en langue espagnole. Une autre bataille clé a été celle de Las Navas de Tolosa, 1212 après J.C., dans laquelle une coalition de royaumes chrétiens, avec le soutien du pape, a vaincu les Almohades, une dynastie musulmane qui dominait alors Al-Andalus. Cette victoire marque un point de non-retour. Dès lors,
la chute des territoires musulmans est inexorable. La chute de Grenade et la fin de la reconquête, 492 après JC. Au XVe siècle, il ne restait plus qu'un dernier bastion musulman sur la péninsule, le royaume de Grenade. Dirigé par la dynastie nasride, Grenade était une ville splendide, avec la majestueuse Alhambra comme symbole de sa grandeur. Cependant, elle était entourée des royaumes chrétiens de Castille et d'Aragon, unis en 1469 par le mariage d'Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d'Aragon, les rois catholiques. Avec une stratégie implacable, les rois catholiques assiégèrent Grenade pendant des mois. Finalement, le 2 janvier 1492, le dernier sultan d'Al-Andalus, Boabdil, rendit la ville sans combat, mettant ainsi fin à 8 siècles de présence musulmane en Espagne. La reconquête était terminée. Mais l'année 1492 apporte un autre événement qui va changer le monde, la découverte de l'Amérique. L'Espagne, désormais unifiée sous les rois catholiques, était prête à devenir l'une des plus grandes puissances de la planète. L'héritage de la Reconquista. La Reconquista signifiait non seulement l'expulsion des musulmans de la péninsule, mais définissait également l'identité de l'Espagne. Durant ces siècles de lutte, les royaumes chrétiens furent renforcés et formèrent finalement l'Espagne moderne. Une identité culturelle et religieuse unifiée fut créée sous le catholicisme, qui marquera l'histoire du pays pendant des siècles. Certaines des cathédrales, châteaux et villes les plus impressionnants d'Espagne ont été construits, la plupart sur d'anciennes structures musulmanes. La langue espagnole s'est développée et a commencé à se consolider dans les royaumes chrétiens. La Reconquista fut un processus long et complexe, plein de hauts et de bas, mais son impact fut immense. Désormais, avec le royaume unifié et les yeux tournés vers l'Atlantique, l'Espagne était prête à entamer une nouvelle ère, l'ère de la découverte et de la construction d'un empire qui s'étendrait sur des continents entiers. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la découverte de l'Amérique et de la façon dont l'Espagne est devenue la plus grande puissance du monde au XVIe et XVIIe siècle. Ne le manquez pas. 8. Le mariage d'Isabelle et Ferdinand, l'unification de l'Espagne. Après presque 800 ans de Reconquista, l'Espagne n'était toujours pas un pays unifié. La péninsule était encore divisée en plusieurs royaumes chrétiens. Castille, Aragon, Navarre, Portugal et Grenade, cette dernière encore sous domination musulmane. Cependant, tout change au XVe siècle avec l'union de deux personnages clés de l'histoire espagnole, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, connus sous le nom de rois catholiques. Leur mariage n'était pas seulement une histoire d'amour et de politique, mais aussi l'événement qui a conduit à la création d'une Espagne unifiée et puissante aux ambitions mondiales. Un mariage qui a changé l'histoire. 1469. En 1469, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon se marièrent secrètement à Valladolid. À cette époque, ce mariage n'était pas bien vu de tous, notamment du roi Henri IV de Castille, demi-frère d'Isabelle, qui avait d'autres projets pour sa succession. Mais le destin avait d'autres projets. À la mort d'Henri IV en 1474, une guerre civile éclata en Castille entre les partisans d'Isabelle et les partisans de sa nièce, Juana la Beltraneja. Après 5 années de conflit, Isabelle sort victorieuse et s'impose comme reine de Castille. En revanche, Ferdinand devient roi d'Aragon en 1469. Bien que les deux royaumes restent techniquement indépendants, en pratique, l'union de la Castille et de l'Aragon, sous la même couronne, jette les bases de la création de l'Espagne. La conquête de Grenade, le dernier bastion musulman. Malgré leur union, il restait une tâche en suspens. La reconquête définitive du royaume de Grenade, dernier territoire musulman de la péninsule. Dirigé par la dynastie nasride, Grenade était restée indépendante grâce aux tribus versées au royaume chrétien. Cependant, les rois catholiques décidèrent qu'il était temps de mettre fin à 8 siècles de domination islamique en Espagne. La guerre contre Grenade commença en 1482 et dura 10 ans. Ce fut un conflit long et coûteux,
Mais les Castillans et les Aragonais disposèrent d'une armée plus organisée et d'une stratégie bien définie. Finalement, en 1492, après un long siège de la ville de Grenade, le sultan Boabdil se rendit et remit les clés de la ville au roi catholique. Avec cette victoire, la Reconquista prend fin et tout le territoire péninsulaire, à l'exception du Portugal, se retrouve sous une seule couronne. La légende raconte qu'en quittant Grenade, Boabdil se retourna et soupira tristement. Sa mère, Aixa, lui dit alors la fameuse phrase « Pleure comme une femme pour ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Unification religieuse et inquisition. Espagnole. La péninsule étant enfin unifiée, les rois catholiques voulaient consolider le pouvoir sous une seule religion, le catholicisme. Ainsi, en 1492, ils décrétèrent l'expulsion des Juifs qui ne voulaient pas se convertir au christianisme. Des années plus tard, des mesures similaires furent appliquées aux musulmans. Pour garantir l'orthodoxie religieuse, ils créèrent l'Inquisition espagnole, une institution qui persécutait les hérétiques et les convertis soupçonnés de pratiquer leur ancienne foi en secret. L'Inquisition est devenue un symbole du pouvoir des rois catholiques et jouera un rôle important dans l'histoire de l'Espagne pendant des siècles. La découverte de l'Amérique et la naissance de l'Empire espagnol. 1492 n'est pas seulement l'année de la chute de Grenade, mais aussi l'année où Christophe Colomb entreprend son voyage vers l'inconnu. Avec le soutien d'Isabelle, Colomb partit à la recherche d'une nouvelle route vers les Indes, mais il découvrit un tout nouveau continent, l'Amérique. Cette découverte a marqué le début de l'ère des découvertes et de l'Empire espagnol, faisant de l'Espagne la nation la plus puissante du monde au cours des siècles suivants. L'héritage des rois catholiques. Le règne d'Isabelle et de Ferdinand a non seulement unifié l'Espagne, mais a également jeté les bases de son avenir en tant que puissance mondiale. Grâce à votre vision et votre détermination, l'Espagne est devenue un royaume uni et fort. Un État centralisé doté d'institutions solides a été mis en place. L'expansion vers l'Amérique commença, donnant naissance à l'Empire espagnol. L'Église fut renforcée et l'unité religieuse établie. Les rois catholiques sont morts au début du XVIe siècle, mais leur héritage perdure. L'Espagne était prête pour son âge d'or, une période de splendeur, de richesse et d'expansion sans précédent. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'époque de l'Empire espagnol et comment l'Espagne est devenue la nation la plus puissante du monde. Ne le manquez pas. Juste un instant avant de continuer cette incroyable histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez vraiment ce voyage à travers l'histoire de l'Espagne. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà aimé cette vidéo? Cela peut sembler un petit geste, mais c'est en réalité gigantesque. Chaque j'aime amène l'algorithme à recommander cette vidéo à davantage de personnes, aidant ainsi davantage de personnes à découvrir notre histoire. Alors, si vous l'appréciez, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant et poursuivons cette aventure historique. Allez, 9. L'âge d'or, la montée de l'Empire espagnol. Avec l'unification de l'Espagne sous les rois catholiques et la découverte de l'Amérique en 1492, le pays entre dans une nouvelle ère, celle de l'Empire espagnol. Au XVIe et XVIIe siècle, l'Espagne était non seulement la nation la plus puissante du monde, mais aussi l'épicentre de la culture, de la science et de l'art en Europe. Cette période, connue sous le nom d'âge d'or, fut une époque de grandeur, d'expansion et de splendeur, mais aussi de crise et de déclin. Plongeons-nous dans ce chapitre fascinant de l'histoire, dans lequel l'Espagne est devenue le premier empire mondial dominant les territoires de tous les continents connus jusqu'alors. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'Espagne atteint son apogée sous les règnes de Charles Ier, 1516-1556, et de Philippe II, 1556-1598. Durant son règne, l'Empire s'étendit à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, créant un réseau commercial et politique sans précédent dans l'histoire. Amérique, du Mexique à l'Argentine,
l'Espagne contrôlait de vastes territoires regorgeant d'or, d'argent et de ressources naturelles. Des villes comme Lima, Mexico et Buenos Aires sont devenues des centres commerciaux clés de l'Empire. Europe, l'Espagne dirigeait des territoires en Italie, aux Pays-Bas et dans une grande partie de l'Allemagne. Asie et Océanie. Grâce aux Philippines, l'Espagne a maintenu le contrôle d'importantes routes commerciales avec la Chine et le Japon. Cet empire était si vaste qu'on disait que dans les domaines de l'Espagne, le soleil ne se couchait jamais, car il y avait toujours sous son contrôle une partie du monde où le soleil brillait. Mais il n'y avait pas que gloire et richesse. Pour maintenir un empire aussi vaste, l'Espagne a dû faire face à des guerres et à des défis constants, tant internes qu'externes. Guerre et puissance de l'Espagne en Europe. La domination espagnole n'était pas facile à maintenir. Durant le siècle d'or, la monarchie espagnole fut impliquée dans de multiples conflits. Les guerres contre la France. L'Espagne et la France se sont battus à plusieurs reprises pour la suprématie en Europe. La bataille de Lépante, 1571, la marine espagnole, aux côtés de la Sainte Ligue, a vaincu les Ottomans dans l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. La guerre contre l'Angleterre. En 1588, Philippe II envoya la célèbre Armada invincible envahir l'Angleterre, mais elle fut vaincue par les Anglais et les tempêtes dans l'Atlantique. La guerre de 80 ans, 1568-1648, les Pays-Bas, se rebellent contre la domination espagnole, affaiblissant encore davantage les finances de l'Empire. L'Espagne était puissante, mais des conflits constants épuisaient les ressources du royaume et commençaient à affaiblir son hégémonie. Richesse et crise, l'or et l'argent de l'Amérique. L'un des plus grands moteurs de la grandeur espagnole était l'immense quantité d'or et d'argent arrivant d'Amérique. Des mines comme celle de Potosí, en Bolivie, et de Zacatecas, au Mexique, produisaient des tonnes de métaux précieux qui finançaient les guerres et le luxe de la cour espagnole. Mais ce flux de richesses apparemment sans fin a également posé des problèmes. Au lieu d'investir dans l'industrie et le développement interne, l'Espagne est devenue de plus en plus dépendante de l'or américain. L'inflation est montée en flèche et les richesses provenant d'Amérique ont été rapidement dépensées dans les conflits de guerre et dans le luxe de la noblesse. Au fil du temps, cette dépendance a affaibli l'économie, rendant l'Espagne plus vulnérable aux crises futures. Splendeur culturelle, Cervantes, Velázquez et l'art baroque. L'âge d'or n'est pas seulement une époque d'expansion territoriale, mais aussi d'essor culturel sans précédent. L'Espagne est devenue le centre de la littérature, de la peinture et de l'architecture en Europe. En 1605, Miguel de Cervantes publie la première partie de Don Quichotte de la Manche, considéré comme le premier roman moderne et l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire de la littérature. Diego Velázquez, peintre de la cour, a créé certaines des œuvres les plus emblématiques du baroque, comme Les Ménines, 1656, un tableau révolutionnaire dans sa composition et sa technique. Lope de Vega et Calderón de la Barca ont porté le théâtre espagnol à sa splendeur maximale, avec des œuvres qui sont encore jouées aujourd'hui. L'art, la musique et l'architecture reflétaient la richesse de l'Empire, mais montraient également le contraste entre la grandeur et la crise qui commençait déjà à se faire sentir dans la nation. Le début du déclin, les derniers Habsbourg. À la fin du XVIIe siècle, l'Espagne commence à perdre sa puissance. La combinaison de guerres constantes, de crises économiques et de monarques inefficaces a conduit au déclin de l'Empire. Les derniers rois de la dynastie des Habsbourg, comme Philippe III, Philippe IV et Charles II, étaient des monarques faibles qui n'ont pas réussi à maintenir l'hégémonie espagnole. Charles II, connu sous le nom de l'ensorcelé, mourut sans issue en 1700, entraînant la guerre de succession d'Espagne et la fin de la dynastie des Habsbourg en Espagne. Avec le changement de dynastie et l'arrivée des Bourbons, l'Espagne entrera dans une nouvelle étape de réforme et de conflit. L'âge d'or était terminé et le pays était confronté à de nouveaux défis au XVIIIe siècle. L'héritage de l'âge d'or.
Malgré le déclin de la fin de cette période, le siècle d'or a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Espagne et du monde. C'était une époque de splendeur culturelle, d'expansion territoriale et de domination mondiale qui plaçait l'Espagne au sommet de la puissance mondiale. L'Espagne a créé le premier empire mondial de l'histoire. La culture espagnole atteint son apogée avec Cervantes, Velázquez et Lope de Vega. La langue espagnole s'est répandue dans toute l'Amérique et est devenue l'une des langues les plus parlées au monde. Les richesses de l'Amérique ont transformé l'économie européenne et le commerce mondial. Cependant, le coût du maintien de cet empire était énorme, et la crise qui débuta au XVIIe siècle marquerait le déclin de l'hégémonie espagnole. En Europe, l'Espagne entre aujourd'hui dans le XVIIIe siècle, une époque de réformes, de guerres et de changements politiques qui définiront l'avenir de la nation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la guerre de succession d'Espagne et le début de la dynastie des Bourbons. Ne le manquez pas. 10. Guerres et déclin. La perte de l'Empire espagnol. L'âge d'or a été une période de gloire pour l'Espagne, avec un empire qui s'étendait sur plusieurs continents et une culture qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Cependant, comme toute grande puissance, l'Empire espagnol n'était pas invincible. À la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle, l'Espagne commença à faire face à des problèmes internes et externes qui la conduisirent à une crise profonde. Dans ce chapitre, nous explorerons comment les guerres, la mauvaise gestion économique et l'arrivée d'une nouvelle dynastie ont marqué le début de la fin de la domination espagnole dans le monde. La guerre de succession d'Espagne, 1701-1714, la fin des Autriches. Le dernier roi de la dynastie des Habsbourg. En Espagne, Charles II mourut en 1700 sans laisser d'enfants. Sa mort a ouvert un conflit international, puisque plusieurs puissances européennes voulaient placer leur propre candidat sur le trône espagnol. Deux prétendants principaux se sont manifestés, Philippe de Bourbon, petit-fils du roi de France Louis XIV, Charles d'Autriche, de la maison de Habsbourg. Cela déclencha la guerre de succession d'Espagne, un conflit qui opposa l'Espagne, la France et leurs alliés à une coalition formée par l'Autriche, l'Angleterre et les Pays-Bas. Pendant plus d'une décennie, le pays a été embourbé dans une guerre dévastatrice qui a fait des milliers de morts et détruit une grande partie de son économie. Finalement, en 1714, avec le traité d'Utrecht, Philippe de Bourbon fut reconnu comme Philippe V, le premier roi de la dynastie des Bourbons en Espagne. Cependant, le traité a coûté cher. L'Espagne a perdu Gibraltar et Minorque au profit des Britanniques. Il a perdu ses biens en Italie et aux Pays-Bas. Elle a cessé d'être la grande puissance dominante en Europe. Ainsi, l'Espagne est devenue une monarchie gouvernée par les Bourbons, qui ont tenté de moderniser le pays, mais plus avec la même influence que par le passé. La crise du XVIIIe siècle, l'Espagne laissée pour compte. Après la guerre, les Bourbons mettent en œuvre des réformes bourboniennes pour moderniser le pays. L'économie, l'administration et l'armée furent stimulées. Mais l'Espagne continua de souffrir de problèmes structurels. Alors que les Lumières et la révolution industrielle progressaient en Europe, l'Espagne restait à la traîne. La société espagnole était encore dominée par la noblesse et l'Église, et bien qu'il y ait de la richesse en Amérique, l'économie continuait à dépendre de l'or et de l'argent au lieu de développer une industrie forte. En 1808, un nouveau problème secoue l'Espagne, l'invasion de Napoléon Bonaparte. Napoléon et la guerre d'indépendance, 1808-1814, dans une tournure inattendue, Napoléon Bonaparte, l'empereur de France, a décidé d'envahir l'Espagne et de placer son frère Joseph Bonaparte sur le trône espagnol. Cela déclencha l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire du pays, la guerre d'indépendance espagnole. Le peuple espagnol, ainsi que les troupes britanniques dirigées par Wellington, résistèrent farouchement à l'invasion française. Pendant des années, les guérilleros et les armées régulières se sont battus contre les Français jusqu'à ce que finalement, en 1814, Napoléon soit vaincu et que Ferdinand VII, l'ancien roi, reprenne le trône.
Cependant, la guerre a laissé l'Espagne en ruine. L'économie était dévastée, les infrastructures détruites et pire encore, des mouvements indépendantistes se préparaient en Amérique. La perte des colonies américaines, 1810-1833. Tandis que l'Espagne combattait Napoléon, les idées d'indépendance se répandaient rapidement en Amérique. Des dirigeants tels que Simón Bolívar, José de San Martín et Miguel Hidalgo ont lancé des mouvements révolutionnaires pour libérer les territoires américains de la domination espagnole. En un peu plus de 20 ans, l'Espagne a perdu la quasi-totalité de ses colonies en Amérique. L'Argentine, le Chili, la Colombie, le Venezuela, le Mexique et d'autres pays ont obtenu leur indépendance entre 1810 et 1825. En 1888, Cuba, Porto Rico et les Philippines sont également devenues indépendantes après la guerre hispano-américaine. La perte de l'Empire fut un coup dévastateur pour l'Espagne. Pendant des siècles, elle était propriétaire de vastes territoires et d'une richesse incalculable. Aujourd'hui, elle est affaiblie et sans direction, avec une économie effondrée et des conflits politiques internes. L'Espagne au XIXe siècle. Révolution et crise. Le XIXe siècle fut une période chaotique pour l'Espagne. Le pays a connu des guerres civiles, des révolutions et des changements constants de gouvernement. Guerre carliste, 1833-1876. Combat entre les partisans de Carlos María Isidro et les partisans d'Isabelle II. Révolution de 1868. Renversement d'Isabelle II et expérimentation de nouvelles formes de gouvernement. Première République espagnole, 1873-1874. Une tentative ratée d'établir une république. Restauration des Bourbons, 1874. Alphonse XII est proclamé roi, mais l'instabilité persiste. L'Espagne est passée du statut d'empire le plus puissant du monde à celui de nation en crise constante, essayant de trouver son identité dans un monde en évolution rapide. L'héritage de la chute de l'Empire. Le déclin de l'Espagne, en tant que puissance mondiale, a été douloureux, mais il a laissé un héritage important. La langue espagnole est devenue l'une des langues les plus parlées au monde, grâce à son expansion en Amérique. La culture, l'architecture et la religion espagnole sont encore présentes dans de nombreux pays. L'Espagne, malgré sa chute, a conservé une identité forte qui l'aidera à se reconstruire au XXe siècle. Le XIXe siècle a été difficile, mais l'Espagne avait encore beaucoup d'avance. Aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle étape avec l'arrivée du XXe siècle où elle sera confrontée aux guerres, aux dictatures et enfin à la démocratie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la guerre civile espagnole et le régime franquiste. Ne le manquez pas. 11. La guerre civile espagnole, un pays divisé. Le XIXe siècle fut une période d'instabilité et de crise pour l'Espagne. Les guerres, les changements de gouvernement et la perte de l'Empire conduisirent le pays à une situation de désordre. À l'aube du XXe siècle, les tensions sociales et politiques n'ont fait qu'augmenter. L'Espagne était divisée entre des idéologies opposées, monarchie contre république, conservateurs contre progressistes, riches contre pauvres. Tout cela a conduit à l'un des épisodes les plus tragiques et sanglants de l'histoire de l'Espagne. La guerre civile espagnole, 1936-1939. Un conflit qui a non seulement détruit le pays, mais qui a également laissé de profondes cicatrices sur la société espagnole pendant des générations. La route de la guerre, tensions et crise politique. Pour comprendre comment l'Espagne est entrée dans la guerre civile, il faut remonter aux années précédentes. En 1931, le roi Alphonse XIII fut contraint d'abdiquer et la Deuxième République espagnole fut proclamée. Ce nouveau gouvernement a suscité des espoirs de modernisation, mais a également déclenché des conflits entre différents secteurs de la société. Réforme républicaine. Des changements ont été promus dans le domaine de l'éducation, le pouvoir de l'Église a été limité et une tentative a été faite pour réduire l'influence de l'armée. Conflit social, la pauvreté et les différences.
économiques entre paysans et propriétaires fonciers ont accru les tensions. Polarisation politique. L'Espagne était divisée en deux camps de plus en plus radicalisés. La gauche, socialiste, communiste et anarchiste, et la droite, monarchiste, conservateur et militaire. En 1936, le climat politique devient insoutenable. Les élections ont été remportées par le Front populaire, une coalition de gauche, ce qui a provoqué un grand mécontentement dans les secteurs conservateurs. Le 17 juillet 1936, un groupe de soldats dirigé par Francisco Franco déclenche un coup d'État contre la République. Cependant, le coup d'État n'a pas réussi dans tout le pays et, au lieu d'une prise rapide du pouvoir, une guerre longue et brutale a éclaté. Les côtés opposés. La guerre civile espagnole n'était pas un conflit ordinaire. C'était une guerre entre frères, entre voisins, entre citoyens d'un même pays qui se trouvaient dans des camps opposés. Le côté républicain, à gauche, il défend la Deuxième République et la démocratie. Il avait le soutien des socialistes, des communistes, des anarchistes et des secteurs libéraux. Il reçoit l'aide de l'Union soviétique et des brigades internationales, volontaires de différents pays venus se battre pour la République. Le côté nationaliste, à droite, dirigé par Francisco Franco, il cherchait à restaurer un gouvernement conservateur et autoritaire. Soutenu par l'Église, les propriétaires fonciers, les militaires et l'aristocratie. Il reçut le soutien d'Hitler, Allemagne nazie et de Mussolini, Italie fasciste, qui envoyèrent des troupes et des armes. Ce conflit n'était pas seulement une guerre politique, mais aussi une confrontation idéologique qui reflétait la division mondiale entre démocratie et fascisme dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Bataille et horreur de la guerre. La guerre civile espagnole fut l'une des plus sanglantes du XXe siècle. Elle ne s'est pas seulement déroulée sur les champs de bataille, mais est également devenue une guerre de terreur, avec des exécutions, des bombardements et une répression des deux côtés. Le bombardement de Guernica, 1937, un des épisodes les plus tragiques de la guerre. La ville basque de Guernica fut bombardée par les avions allemands de la Légion Condor. Cet attentat a été immortalisé par Pablo Picasso dans son célèbre tableau Guernica, symbole de l'horreur de la guerre. Répression et exécution. Les républicains et les nationalistes ont procédé à des fusillades massives contre les opposants politiques. Des milliers de personnes ont été exécutées en raison de leurs convictions ou parce qu'elles étaient soupçonnées d'être du côté de l'ennemi. Avance de Franco. Avec le soutien militaire de l'Allemagne et de l'Italie, les troupes de Franco gagnaient du terrain. En 1938, ils parvinrent à diviser le territoire républicain en deux et, en 1939, ils entrèrent à Madrid, mettant ainsi fin à la guerre. Le 1er avril 1939, Francisco Franco proclame la victoire des nationalistes. La République est tombée et une nouvelle période de l'histoire de l'Espagne commence. La dictature de Franco, exil et après-guerre, l'Espagne en ruine. La guerre a laissé un pays dévasté. Plus de 500 000 personnes sont mortes et des centaines de milliers d'autres ont été emprisonnées ou envoyées en exil. Les intellectuels, écrivains et hommes politiques républicains ont fui vers la France, le Mexique et d'autres pays, laissant l'Espagne sans bon nombre de ses esprits les plus brillants. L'économie était en crise, les infrastructures détruites et la faim se propageait dans tout le pays. L'Espagne était isolée du reste de l'Europe puisque la communauté internationale rejetait le régime de Franco en raison de sa proximité avec le fascisme. Le début de la dictature franquiste, 1939-1975. Avec la victoire de la guerre, Francisco Franco est devenu le dictateur absolu de l'Espagne, établissant un régime autoritaire basé sur répression politique. Des milliers d'opposants ont été emprisonnés ou exécutés. Censure. La presse et l'éducation étaient contrôlées par l'État. Nationalisme extrême. Les langues régionales comme le catalan et le basque ont été interdites. Isolement international. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne
est resté officiellement neutre, mais Franco sympathisait avec Hitler et Mussolini. Le régime franquiste durera près de 40 ans et marquera profondément l'histoire moderne de l'Espagne. L'héritage de la guerre civile. La guerre civile espagnole était plus qu'un conflit armé. C'est une blessure qui a divisé l'Espagne pendant des décennies. Ses effets se sont fait sentir longtemps après sa fin. Les familles étaient divisées avec des frères et sœurs et des amis dans des camps opposés. Le pays a perdu nombre de ses meilleurs intellectuels et artistes en exil. Un régime autoritaire s'installe jusqu'en 1975. Malgré les souffrances, l'Espagne a réussi à se reconstruire au fil du temps. En 1975, avec la mort de Franco, le pays entre dans une nouvelle ère, laissant derrière lui la dictature et avançant vers la démocratie. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la transition espagnole et de la façon dont l'Espagne est passée d'une dictature à une démocratie moderne. Ne le manquez pas. 12. La fin de la dictature et la transition vers la démocratie. Après presque 4 décennies de dictature, l'Espagne était sur le point de vivre l'une des transformations les plus importantes de son histoire. Depuis 1939, Francisco Franco dirigeait le pays d'une main de fer, instaurant un régime fondé sur la répression, l'autoritarisme et le contrôle total de l'État. Cependant, le monde changeait et avec l'arrivée de la seconde moitié du XXe siècle, la pression pour moderniser l'Espagne et l'ouvrir au monde s'accentuait. La mort de Franco en 1975 a marqué le début de la transition espagnole, une période au cours de laquelle le pays a abandonné la dictature et est devenu une démocratie moderne. Mais ce processus n'a pas été facile. Il a été semé d'incertitudes, de défis et de moments critiques qui auraient pu changer le cours de l'histoire. La mort de Franco et l'incertitude, 1975. Le 20 novembre 1975, Francisco Franco décède à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Sa mort a laissé une grande question. Qu'arriverait-il désormais à l'Espagne? Depuis des années, Franco préparait sa succession. En 1969, il avait nommé comme successeur le prince Juan Carlos de Borbon, petit-fils du roi Alphonse XIII, exilé lors de la proclamation de la Seconde République. L'idée de Franco était que Juan Carlos perpétue son héritage et maintienne le régime autoritaire. Mais Juan Carlos avait d'autres projets. Bien qu'il ait d'abord juré fidélité aux principes du franquisme, il a secrètement travaillé pour conduire l'Espagne vers une monarchie parlementaire et démocratique. 22 novembre 1975, Juan Carlos Ier est proclamé roi d'Espagne et avec lui s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du pays. La transition espagnole, la route vers la démocratie. Le processus de démocratisation n'a pas été immédiat. De larges secteurs de l'armée et du gouvernement voulaient maintenir la structure franquiste, tandis que la société espagnole réclamait des libertés et des changements politiques. Pour éviter un conflit, Juan Carlos Ier a pris des mesures clés. 1976, Adolfo Suárez est nommé président. Juan Carlos a choisi Adolfo Suárez, un jeune homme politique charismatique, pour diriger le processus de changement. Suárez avait la tâche difficile de démanteler la dictature sans provoquer une confrontation avec les secteurs les plus conservateurs. 1977, premières élections démocratiques. Après 41 ans sans élections libres, l'Espagne vote à nouveau en juin 1977. Ces élections constituent un moment historique et marquent le début d'un système multipartite. 1978, approbation de la Constitution. L'un des moments les plus importants de la transition a été la création de la Constitution de 1978. Ce document a établi l'Espagne comme une monarchie parlementaire, avec un roi comme chef de l'État et un gouvernement démocratique élu par le peuple. Le 6 décembre 1978, la Constitution a été approuvée lors d'un référendum national avec le soutien de 98% des électeurs. La démocratie en Espagne était déjà une réalité. Le coup d'État du 23 F 1981, un moment critique. Malgré les progrès, tout le monde n'était pas satisfait du changement.
un secteur de l'armée et les groupes de droite les plus radicaux ont estimé que l'Espagne s'écartait de l'ordre imposé par Franco. Le 23 février 1981, un groupe de militaires dirigé par le colonel Antonio Tejero fait irruption avec des armes au Congrès des députés et kidnappe les parlementaires. Pendant plusieurs heures, l'Espagne était au bord d'une nouvelle dictature. Cependant, la réponse du roi Juan Carlos Ier fut décisive. Aux premières heures du 24 février, il est apparu à la télévision dans son uniforme militaire et a ordonné à l'armée de ne pas soutenir le coup d'État. Cet acte consolide son leadership et montre que l'Espagne a changé. Le coup d'État a échoué et les putschistes ont été arrêtés. La démocratie avait gagné. L'Espagne des années 80 et 90, modernisation et croissance. Avec une démocratie consolidée, l'Espagne a entamé un processus de modernisation sous tous ses aspects. 1982, victoire du PSOE. Aux élections de 1982, le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, dirigé par Felipe González, remporte une grande victoire et gouverne pendant 14 ans, mettant en œuvre des réformes économiques et sociales. 1986, l'Espagne entre dans la communauté européenne. C'est une étape clé pour le développement du pays. L'entrée dans l'Union européenne a permis à l'Espagne de recevoir des investissements et de moderniser son économie. 1992, année de l'Espagne. L'Espagne devient le centre du monde avec l'Expo de Séville, les Jeux olympiques de Barcelone et la capitale culturelle de Madrid. Ces événements ont montré au monde une nouvelle Espagne, moderne, ouverte et en sens plein développement. L'Espagne au XXIe siècle, démocratie et défis. Au début du XXIe siècle, l'Espagne poursuit son évolution démocratique et économique, mais elle est également confrontée à de nouveaux défis. 2004, attaque du 11 mars. L'Espagne a subi la pire attaque terroriste de son histoire, lorsqu'une série d'explosions dans des trains à Madrid a fait 193 morts. L'attaque a été attribuée à des groupes extrémistes islamiques et a marqué un tournant dans la politique et la sécurité du pays. 2008. Crise économique mondiale. L'Espagne a été durement touchée par la crise financière mondiale, avec des niveaux élevés de chômage et de protestations sociales. 2014, abdication de Juan Carlos Ier. En raison de scandales et de problèmes de santé, le roi Juan Carlos Ier abdique en faveur de son fils, Felipe VI, qui accède au trône avec le défi de maintenir la stabilité en période de changement. Mouvements indépendantistes. La crise politique en Catalogne, avec les tentatives d'indépendance, a été l'un des sujets les plus débattus ces dernières années. Malgré ces défis, l'Espagne reste une démocratie stable et un pays jouissant d'une grande influence dans le monde. L'héritage de la transition espagnole. La transition espagnole est considérée comme l'un des processus de démocratisation les plus réussis au monde, grâce aux efforts des hommes politiques, des citoyens et du leadership de Juan Carlos. L'Espagne est passée d'une dictature à un pays moderne et démocratique sans guerre civile. L'Espagne a réussi à consolider une démocratie stable. C'est devenu un pays européen moderne et développé. Elle a rejoint l'Union européenne et a renforcé son économie. Elle est devenue une référence en matière de culture, de tourisme et de sport. Bien qu'elle soit encore confrontée à des défis, l'Espagne s'est révélée être un pays capable de surmonter ses crises et d'envisager l'avenir avec espoir. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'Espagne d'aujourd'hui et des défis auxquels elle est confrontée au XXIe siècle. Ne le manquez pas. Attendez une seconde, je veux savoir quelque chose de très important. Que pensez-vous de cette histoire? J'aimerais lire votre avis dans les commentaires. Une information vous a-t-elle surpris? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter? Écrivez votre commentaire dès maintenant, car en plus de partager votre expérience, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à rejoindre cet incroyable voyage à travers l'histoire de l'Espagne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires que nous vous avons préparées.
Continuez à profiter et voyageons ensemble dans le temps. 13. Espagne moderne, Union européenne et croissance. Après la consolidation de la démocratie dans les années 1980, l'Espagne a entamé une période de transformation qui la conduirait à devenir un pays moderne et influent, doté de l'une des plus grandes économies d'Europe. Le pays est passé d'une nation marquée par la dictature et l'isolement international à une pleine intégration dans le contexte européen et mondial. L'entrée dans l'Union européenne, la croissance économique, l'essor du tourisme et le développement des infrastructures ont fait de l'Espagne une référence dans de nombreux domaines. Cependant, ce chemin n'a pas été sans défis et crises qui ont mis à l'épreuve la stabilité du pays. Voyons comment l'Espagne s'est transformée en la nation que nous connaissons aujourd'hui. L'Espagne et l'Union européenne. Un nouveau départ, 1986. L'une des étapes les plus importantes de l'histoire récente de l'Espagne a été son adhésion à la Communauté économique européenne, CEE, précurseur de l'Union européenne, UE, en 1986. Pourquoi était-ce important? Depuis la fin de la dictature, l'Espagne avait besoin de renforcer son économie et de s'ouvrir au monde. L'intégration dans l'UE a permis au pays de recevoir une aide financière, de moderniser ses infrastructures et d'améliorer sa compétitivité sur le marché international. L'Espagne a reçu des milliards d'euros de fonds européens pour développer les routes, les chemins de fer, les aéroports et les systèmes de télécommunications. Les marchés se sont ouverts et les exportations ont augmenté, permettant une croissance économique sans précédent. Le pays a acquis une influence politique en Europe, participant aux décisions clés pour le continent. Depuis lors, l'Espagne est devenue un acteur clé de la politique européenne et l'un des pays les plus importants au sein de l'UE. Le miracle économique et la bulle immobilière, 1996-2008. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, l'Espagne a connu une période de croissance accélérée. Boom du tourisme. L'Espagne est devenue l'une des destinations touristiques les plus visitées au monde, avec des villes comme Barcelone, Madrid, Séville et Valence attirant des millions de visiteurs chaque année. Expansion du secteur immobilier. La construction de logements et l'augmentation du crédit hypothécaire ont généré une grande expansion de l'économie. Euro et stabilité économique. En 1999, l'Espagne a adopté l'euro, ce qui a renforcé son intégration dans l'économie européenne et facilité les échanges avec les autres pays de l'UE. Cependant, cette croissance reposait sur des bases fragiles. La bulle immobilière, qui alimentait une grande partie de l'économie, a été artificiellement gonflée par la facilité du crédit et la spéculation. Lorsque la crise financière mondiale a éclaté en 2008, l'Espagne était l'un des pays les plus durement touchés. La crise économique de 2008, chômage et protestations. La crise financière de 2008 a été un coup dévastateur pour l'Espagne. L'éclatement de la bulle immobilière a provoqué l'effondrement de milliers d'entreprises de construction et laissé des millions de personnes au chômage. Le chômage a atteint des niveaux historiques, dépassant parfois les 25%, notamment chez les jeunes. Des politiques d'austérité ont été mises en œuvre, ce qui a généré des protestations et des troubles sociaux. Au cours de ces années, l'Espagne a connu des temps difficiles, avec des coupes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et d'autres services publics. La crise a également déclenché la plus grande crise politique depuis des décennies, avec une méfiance croissante à l'égard des partis traditionnels. Des mouvements citoyens tels que 15M ont émergé de cette crise, appelant à une plus grande participation démocratique et à un changement dans la politique du pays. Mouvement d'indépendance et changement politique. Un autre des défis auxquels l'Espagne a été confrontée ces dernières années est la question territoriale, notamment en Catalogne. Référendum sur l'indépendance en Catalogne, 2017. En octobre 2017,
le gouvernement catalan a organisé un référendum sur l'indépendance, qui a été déclaré illégal par la Cour constitutionnelle. La crise politique s'est aggravée lorsque le gouvernement espagnol a appliqué l'article 155 de la Constitution, suspendant temporairement l'autonomie de la Catalogne. Nouveaux partis politiques. La crise économique et la corruption politique ont donné naissance à de nouveaux partis tels que Podemos et Ciudadanos, qui ont brisé le système bipartite traditionnel entre le PSOE et le PP. Instabilité politique. Depuis 2015, l'Espagne a connu plusieurs élections générales avec des gouvernements minoritaires, reflétant la fragmentation politique du pays. L'Espagne aujourd'hui, innovation et défis. Malgré les crises et les défis politiques, l'Espagne reste un pays fort, avec une grande influence dans le monde entier. L'une des destinations touristiques les plus importantes au monde. Avec plus de 80 millions de touristes par an, l'Espagne continue d'être une référence dans le secteur. Leader des énergies renouvelables, l'Espagne a opté pour l'énergie solaire et éolienne, se positionnant ainsi comme leader en matière de durabilité, sports et culture. L'Espagne continue de briller dans le monde du sport avec des équipes comme le Real Madrid et le FC Barcelone et dans des événements comme les Jeux Olympiques. Dans la culture espagnole, le cinéma, la musique et la gastronomie sont reconnus au niveau international. Défis futurs, le pays est confronté à des défis importants tels que le changement climatique, la reprise économique après la pandémie de Covid-19 et la stabilité politique. L'héritage de l'Espagne. Moderne, l'Espagne a parcouru un long chemin depuis la dictature jusqu'à devenir une démocratie consolidée. Elle a surmonté les crises économiques, les conflits politiques et les défis mondiaux et reste une nation dotée d'une identité forte, d'une culture dynamique et d'un rôle clé dans la communauté internationale. Il a réussi à maintenir sa démocratie stable malgré les difficultés. C'est l'une des économies les plus importantes d'Europe. Il continue d'être une référence culturelle et sportive dans le monde entier. Elle fait partie de l'Union européenne et participe activement aux décisions du continent. L'Espagne, avec sa riche histoire et sa capacité de résilience, continue d'évoluer, démontrant qu'elle est un pays capable de se renouveler et d'envisager l'avenir avec détermination. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des défis de l'Espagne au XXIe siècle et de son rôle dans le monde globalisé. Ne le manquez pas. 14. L'Espagne aujourd'hui, culture, sports et défis du XXIe siècle. Au fil des siècles, l'Espagne a connu des moments de gloire et de crise, de conquête et de perte, d'empire et de révolution. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le pays continue d'évoluer et de s'adapter aux temps nouveaux. Face aux défis mondiaux et réaffirmant son identité de nation moderne et diversifiée, ayant un grand impact sur le monde. De la culture et du sport. À la technologie et à la politique, l'Espagne est un pays qui allie tradition et modernité, restant l'une des destinations les plus influentes sur la scène internationale. Dans ce chapitre, nous explorerons à quoi ressemble l'Espagne aujourd'hui et les défis auxquels elle sera confrontée dans les décennies à venir. L'Espagne dans le monde, un acteur mondial. Bien qu'elle ait perdu son empire, il y a des siècles, l'Espagne reste un pays d'une grande importance sur la politique internationale. En tant que membre de l'Union européenne, UE, de l'ONU, de l'OTAN et d'autres organisations internationales, le pays joue un rôle clé dans la diplomatie et la coopération mondiale. Union européenne. L'Espagne est la 4e économie de l'UE et a joué un rôle important dans les décisions politiques et économiques au sein du bloc. La coopération avec la France, l'Allemagne et l'Italie a été fondamentale dans la gestion de crises telles que la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine. Relations avec l'Amérique latine. En raison de son histoire et de sa langue, l'Espagne entretient des liens étroits avec l'Amérique latine, constituant un pont entre l'Europe et les pays d'Amérique latine en matière de commerce, de culture et de coopération.
Engagement en faveur de la durabilité. L'Espagne a opté pour les énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, devenant ainsi une référence en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique. Culture espagnole, un héritage vivant. S'il y a quelque chose qui définit l'Espagne dans le monde, c'est bien sa richesse culturelle. De la littérature au cinéma, en passant par la gastronomie et les fêtes traditionnelles, l'Espagne a réussi à conserver son essence, tout en s'adaptant aux nouvelles tendances mondiales. Littérature, de Cervantes et Don Quichotte aux écrivains contemporains tels que Javier Marías et Almudena Grandes, la littérature espagnole reste influente dans le monde entier. Cinéma, des réalisateurs comme Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar et Gia Bayona a propulsé le cinéma espagnol au sommet, avec des films primés au niveau international. Musique, l'Espagne a été le berceau de genres musicaux emblématiques comme le flamenco, mais elle a également conquis la scène mondiale avec des artistes pop et reggaeton comme Rosalía et Enrique Iglesias. Gastronomie, la cuisine espagnole, continue d'être l'une des plus reconnues au monde. Des plats comme la paella, le jambon ibérique et les tapas attirent chaque année des millions de touristes. Des chefs comme Ferran Adrià et les frères Roca ont révolutionné la gastronomie avec une cuisine d'avant-garde. Fêtes et traditions. Des événements tels que la Feria d'avril de Séville, la Tomatina de Buñol et les Sanfermines de Pampelune continuent d'être des symboles de joie et d'identité espagnole. L'Espagne et le sport, une puissance mondiale. Le sport est une autre grande fierté de l'Espagne. Du football au tennis en passant par la Formule 1, les athlètes espagnols ont atteint le sommet dans de multiples disciplines. Football, l'Espagne a été l'une des équipes les plus titrées de l'histoire. Ils ont remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, obtenant ainsi une domination absolue pendant 4 ans. Des équipes comme le Real Madrid et le FC Barcelone ont connu le plus de succès au niveau des clubs, avec des joueurs légendaires comme Iniesta, Xavi, Sergio Ramos et Messi. Tennis. Rafael Nadal est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, avec plus de 20 titres du Grand Chelem et une carrière pleine d'exploits. Des joueurs comme Carlos Alcaraz et Garbiñe Muguruza se démarquent également. Sports automobiles. Fernando Alonso a été 2 fois champion de Formule 1, propulsant l'Espagne au sommet du sport automobile. Cyclisme. L'Espagne a dominé le cyclisme avec des personnalités telles que Miguel Indurain, Alberto Contador et Alejandro Valverde, vainqueurs du Tour de France et de la Vuelta a España. Basketball. L'équipe espagnole a été championne du monde et d'Europe à plusieurs reprises, avec des joueurs comme Pau Gasol, Marc Gasol et Ricky Rubio qui ont brillé en NBA. Défis et défis de l'Espagne au XXIe siècle. Malgré ses succès, l'Espagne est confrontée à de grands défis qui définiront son avenir dans les décennies à venir. Crise économique et chômage. Même si l'Espagne a réussi à se remettre de la crise de 2008, le chômage reste un problème, notamment parmi les jeunes. Changement climatique et durabilité. L'Espagne, de par sa situation géographique, est l'un des pays européens les plus vulnérables au changement climatique, avec des problèmes tels que la désertification et le manque d'eau dans certaines régions. Défis politiques et territoriaux. Le mouvement indépendantiste en Catalogne continue de générer des tensions et le système politique a connu une grande fragmentation, avec des gouvernements minoritaires et des élections fréquentes. Innovation et numérisation. L'Espagne cherche à renforcer son industrie technologique et sa position dans le monde numérique pour rivaliser avec des puissances telles que les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. L'Espagne du futur. Où va le pays? L'Espagne a démontré tout au long de son histoire qu'elle était un pays doté d'une énorme capacité de résilience et d'adaptation. Elle a traversé des empires, des guerres, des dictatures et des crises, mais elle a toujours su se réinventer et regarder vers l'avant. Dotée d'une démocratie consolidée, d'une culture dynamique et d'un rôle clé au sein de l'Union européenne,
L'Espagne continue d'être une nation dotée d'une identité forte et d'un avenir plein d'opportunités. C'est une référence en matière de culture, d'art et de gastronomie. C'est l'une des économies les plus importantes d'Europe. Elle est leader dans le tourisme, le sport et les énergies renouvelables. Elle fait partie de l'UE et participe aux décisions clés au niveau mondial. Sans aucun doute, l'Espagne continue d'écrire son histoire, de relever ses défis et de regarder l'avenir avec détermination. 15. L'Espagne aujourd'hui, culture, sport et défis. L'Espagne a parcouru un long chemin tout au long de son histoire, depuis son époque comme empire le plus puissant du monde jusqu'à sa consolidation en tant que démocratie moderne au sein de l'Union européenne. Au XXIe siècle, le pays continue d'être une référence mondiale dans de multiples domaines: culture, sport, économie et technologie. Cependant, comme toute nation, l'Espagne est confrontée à de nouveaux défis et opportunités qui définiront son avenir dans les décennies à venir. Dans ce dernier chapitre, nous explorerons à quoi ressemble l'Espagne aujourd'hui et quels défis nous attendent. L'Espagne dans le monde. Un pays avec sa propre voix. Bien qu'elle ait perdu sa domination impériale il y a des siècles, l'Espagne continue de jouer un rôle fondamental dans la politique et l'économie mondiale. C'est un membre actif de l'Union européenne, UE, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organisations internationales, ce qui lui permet d'influencer les problèmes mondiaux. Relations avec l'Europe. En tant que l'une des économies les plus importantes de l'UE, l'Espagne participe aux décisions politiques et économiques du bloc. Ses relations avec la France, l'Allemagne et l'Italie ont été essentielles à la stabilité européenne. Lien avec l'Amérique latine. En raison de son histoire et de sa langue, l'Espagne entretient des liens étroits avec les pays d'Amérique latine, constituant un pont culturel et commercial entre l'Europe et l'Amérique. Durabilité et changement climatique. L'Espagne est un leader en matière d'énergie renouvelable, investissant dans l'énergie solaire et éolienne pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, elle est également confrontée à des défis environnementaux majeurs, tels que la désertification et la pénurie d'eau dans certaines régions. Culture et tradition, l'Espagne, une référence mondiale. L'Espagne est synonyme de culture, d'art et de créativité. Au fil des siècles, elle a été le berceau d'artistes, d'écrivains et de cinéastes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Littérature, de Miguel de Cervantes et son légendaire Don Quichotte aux auteurs contemporains tels que Carlos Ruiz Zafón, la littérature espagnole reste l'une des plus influentes au monde. Art et architecture. L'Espagne a accueilli de grands artistes tels que Pablo Picasso, Salvador Dalí et Francisco de Goya. Ces œuvres ont marqué l'évolution de l'art, de la Renaissance au cubisme et au surréalisme. Cinéma. Des réalisateurs comme Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar et Gia Bayona a propulsé le cinéma espagnol au sommet de la reconnaissance internationale avec des films primés dans des festivals du monde entier. Gastronomie. La cuisine espagnole est l'une des plus reconnues au monde. Des plats tels que la paella, le jambon ibérique, les tapas et le gazpacho attirent chaque année des millions de touristes. De plus, des chefs comme Ferran Adrià et les frères Roca ont révolutionné la gastronomie avec la cuisine moléculaire et l'innovation culinaire. Fêtes et traditions. Des événements tels que la Feria d'Avril de Séville, les Sanfermines de Pampelune et la Tomatina de Buñol continuent d'être de grandes attractions culturelles qui montrent la passion et le caractère festif de l'Espagne. L'Espagne et le sport, une puissance mondiale. Le sport est l'une des plus grandes fiertés de l'Espagne. Le pays a remporté des triomphes dans plusieurs disciplines et continue d'être un leader mondial. Football. L'Espagne a eu une domination spectaculaire sur le football mondial. Son équipe a remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, formant ainsi l'une des meilleures générations de footballeurs de l'histoire. Des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone sont deux des équipes les plus titrées de la planète. Tennis. Rafael Nadal,
est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, avec plusieurs titres du Grand Chelem et un héritage indélébile dans l'histoire du tennis. Sports mécanique. Fernando Alonso est une icône de la Formule 1, remportant 2 championnats du monde et plaçant l'Espagne sur la carte du sport automobile. Cyclisme. Des personnalités telles que Miguel Indurain, Alberto Contador et Alejandro Valverde ont dominé le cyclisme, remportant le Tour de France et la Vuelta à España. Basketball. L'équipe espagnole a été championne du monde et d'Europe à plusieurs reprises, avec des joueurs comme Pau Gasol et Ricky Rubio qui ont brillé en NBA. Les défis de l'Espagne au XXIe siècle. Malgré ses nombreux succès, l'Espagne est confrontée à de grands défis qui façonneront son avenir. Crise économique et chômage. Bien que l'Espagne ait réussi à se remettre de la crise de 2008, le chômage reste élevé, notamment parmi les jeunes. L'économie doit se diversifier pour réduire sa dépendance au tourisme et à la construction. Changement climatique. L'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par le changement climatique. Les vagues de chaleur, la désertification et la pénurie d'eau menacent l'agriculture et la biodiversité du pays. Défis politiques et territoriaux. La question de l'indépendance de la Catalogne continue de générer des tensions et le système politique espagnol a connu une fragmentation qui rend difficile la formation de gouvernements stables. Innovation et technologie. Pour rester compétitive dans un monde globalisé, l'Espagne doit investir davantage dans l'innovation, la numérisation et le développement technologique. L'avenir de l'Espagne, une nation en évolution. L'Espagne s'est révélée être un pays doté d'une grande capacité d'amélioration et de résilience. Tout au long de son histoire, elle a fait face à des crises, des guerres et des transformations profondes, mais elle a toujours progressé. Elle dispose d'une démocratie consolidée et stable. C'est l'une des économies les plus importantes d'Europe. Elle continue d'être une référence en matière de culture, de gastronomie et de sport. C'est un leader en matière d'énergie renouvelable et de durabilité. À mesure que le XXIe siècle avance, l'Espagne continuera d'évoluer en faisant face à ses défis et en profitant de ses opportunités pour continuer à être un pays clé dans le monde. L'Espagne, ce n'est pas seulement son passé, c'est son peuple, sa culture, son esprit indomptable. Depuis les premières civilisations jusqu'à aujourd'hui, nous avons été témoins de conquêtes, de défaites, d'empires et de révolutions. Nous avons connu des guerres qui nous ont divisés et des moments de gloire qui nous ont unis. Mais s'il y a quelque chose que l'histoire de l'Espagne nous enseigne, c'est que nous nous levons toujours. Parce que l'Espagne, c'est la résistance. C'est la réinvention, c'est la passion. Nous luttons contre les invasions et récupérons nos terres. Nous avons perdu un empire, mais nous avons construit une nation moderne. Nous avons vécu des dictatures et des crises, mais nous avons conquis la démocratie. Et aujourd'hui, nous continuons à écrire notre histoire, parce que l'Espagne ne s'arrête pas. Ce voyage à travers notre passé ne s'arrête pas là. L'histoire de l'Espagne est l'histoire de tous. C'est notre identité, notre héritage et notre force pour l'avenir. Merci de faire partie de ce voyage. Il est maintenant temps d'avancer, de connaître, d'apprendre et de construire ensemble l'Espagne de demain. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Et c'est tout pour notre voyage à travers l'histoire de l'Espagne. Mais avant de partir, je veux connaître votre opinion. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Écrivez-le dans les commentaires, car votre voix est importante et en plus, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu. Si vous l'avez aimé, laissez votre like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait aussi connaître cette incroyable histoire. Chaque fois que vous le partagez, vous aidez l'histoire à aller plus loin. À bientôt lors d'un prochain voyage dans le temps. Merci de faire partie de cette communauté.